Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici les titres de ce journal. En Corse, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé la mise en place d'un nouveau plan d'action pour lutter contre le crime organisé et notamment le trafic de drogue très présent sur l'île. Le garde des Sceaux s'est exprimé au micro de notre partenaire Télépaésé. Nous y étions. La randonnée est devenue une pratique très appréciée par les Français. Elle attire de plus en plus de monde, mais bien souvent les consignes de sécurité ne sont pas respectées. Dans les Vosges, vous le verrez, les secouristes se sont entraînés pour être prêts à intervenir. Reportage de notre partenaire Vosges TV. Comme chaque année, l'élection du village préféré des Français revient. Ce concours qui met en avant des villages pour leur authenticité et leur charme. Nous découvrirons d'ailleurs dans ce journal l'un de ces candidats qui représentera les Outre-mer. Les spectacles de lumière sont toujours impressionnants à découvrir. Nous nous rendrons à Bordeaux, au bassin des Lumières et près de Metz, dans une église. Vous y découvrirez des images exceptionnelles à la fin de ce journal. Je vous le disais dans les titres, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est rendu en Corse la semaine dernière. L'occasion pour lui d'annoncer un nouveau plan d'action pour lutter contre le crime organisé et notamment le trafic de drogue. On écoute le garde des Sceaux au micro de notre partenaire sur place, Télépaésé. C'est évidemment essentiellement en lien avec la drogue, mais ce n'est pas que la drogue qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Tout ça a été fait pour avoir de l'argent. Et où va cet argent ? En France, de manière générale, on pense qu'il y a entre 6 et 9 milliards d'euros chaque année, qui est l'argent liquide de la drogue et qui est injecté dans des commerces illicites, dans la vie illicite. Ça part aux Émirats, ça part en Asie du Sud-Est, ça part au Maghreb, mais aussi, et il faut se dire, dans le commerce et dans l'économie réelle. La construction, les travaux publics, les appels d'offres, l'hôtellerie, la restauration, les déchets. On connaît les secteurs qui, malheureusement, viennent blanchir l'argent de la drogue. Et donc, bien sûr, tout part de la drogue, mais le nerf de tout ça, c'est l'argent. Et c'est pour ça que notre stratégie, qui va complètement changer, ne s'intéresse plus simplement au produit, la drogue, mais au produit du produit, l'argent. Et donc, cette lutte anti-blanchiment généralisée que nous créons nationalement sur le modèle italien va nous permettre, je l'espère, en Corse et ailleurs, d'avoir des résultats extrêmement significatifs. Depuis une semaine, les musulmans de France ont commencé le Ramadan. Ce mois de jeûne est l'occasion pour eux de remettre en question leur foi en Dieu. Et ils étaient plusieurs centaines de fidèles présents à la mosquée de Saint-Étienne pour participer à la prière de l'Isha. Notre partenaire TL7 était présent sur place. Regardez. Une véritable effervescence. À la mosquée Mohamed VI, des milliers de fidèles se rassemblent pour la prière de l'Isha. Un moment fort du Ramadan après le tout premier jour de jeûne. C'est important dans le sens où on remet en question notre foi, notre spiritualité également. Donc ça nous permet de nous reconcentrer sur notre religion et sur notre comportement également. Ici, la communauté musulmane se retrouve dans un esprit de solidarité et de spiritualité. Les allées sont bondées, les visages sont concentrés et chaque geste est empreint de dévotion. Tellement plein que les fidèles prient depuis l'extérieur. Une pergola a même été construite pour les musulmanes. Le mois sacré est bien là et pour ces croyants, chaque prière est une occasion de rendre grâce à Dieu, de faire pénitence et de renforcer les liens communautaires. Qu'on commence bien nos prières et que, surtout au niveau spirituel, pour que ce soit débuté au mieux et qu'on puisse un petit peu cheminer jusqu'au dernier jour de ce mois de Ramadan béni avec tous les espoirs de paix et de concordance et de fraternité mutuelle, effectivement. Dans le centre-ville de Saint-Étienne, dans le quartier de la Comète, quelques heures plus tôt, les préparatifs pour l'iftar battent leur plein. Les épiceries, boucheries et pâtissiers de la ville sont prises d'assaut. C'est très important, on l'a une fois par an. Et puis c'est magnifique, et puis on retrouve des gens qu'on n'a pas vus depuis des années. C'est un lieu de rencontre, un lieu de générosité aussi. Les gens offrent beaucoup de choses. C'est le mois qui est sacré. Il y a du pain, il y a du kalbelouz, il y a des zlabia, il y a un peu de tout. On s'est fait plaisir, on va dire. Les familles stéphanoises s'affairent, impatientes de partager ce repas sacré tout en s'assurant que leur table soit riche en saveurs et en symboles de ce mois unique. Un ramadan qui durera jusqu'à la fin mars.
Tout à fait autre chose et c'est important. Le cancer colorectal est l'une des maladies les plus répandues en France. Chaque année, près de 43 000 personnes sont diagnostiquées. Le mois de mars est dédié à la sensibilisation de cette maladie. Regardez ce reportage de notre partenaire Via Occitanie. 43 000, c'est le nombre de personnes touchées par le cancer colorectal chaque année selon la Ligue contre le cancer, soit près de 120 cas diagnostiqués par jour. Le mois de mars est dédié à la sensibilisation de cette maladie. Il s'agit de Mars bleu, un mois important car trop peu de gens vont se faire dépister, notamment dans le Gard. Il y a quand même une insuffisance de dépistage dans le département. 25%, à peu près, de l'ordre de 25% des gens qui se font dépister dans le Gard, pour une moyenne régionale à 31%, et alors que les objectifs nationaux sont de 65%. Vous voyez, on est encore loin du compte. Dépisté à temps, le cancer colorectal se soigne dans 90% des cas, selon la Ligue contre le cancer. Cependant, il se développe de manière asymptomatique. Il ne faut donc pas attendre les premières alertes. Dès l'âge de 50 ans, il faut se faire dépister. Ça se fait tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans. Le test, soit on le récupère auprès du médecin traitant, soit on peut le récupérer aussi à la pharmacie, soit il peut directement se commander sur le site de l'assurance maladie par internet. Il y a tout un kit, une enveloppe bleue. Dedans, il y a un mode d'emploi. C'est un test immunologique qui recherche la présence de sang invisible à l'œil nu dans les selles. Si le test est positif, il faut prendre rendez-vous avec un gastro-entérologue pour réaliser une coloscopie. Le cancer colorectal fait environ 17 000 morts chaque année en France. Tout le mois de mars, des actions seront mises en place pour sensibiliser. À Nîmes, la Maison Carrée sera illuminée en bleu du 10 au 17 mars. Des kits de dépistage seront également distribués à la population. Et puis la randonnée en montagne est une pratique de plus en plus courante depuis le Covid. Les Français veulent pratiquer davantage d'activités en plein air. Cependant, les conditions de sécurité, souvent, ne sont pas respectées, augmentant ainsi les accidents. Regardez ce reportage de notre partenaire Vosges TV. Donc on est engagé sur la chute d'un jeune randonneur. L'appel est lancé, l'équipe de secours prête à se déployer. Sur la route des Crêtes, les membres du PGHM des Vosges, le peloton de gendarmerie de haute montagne de Xonru-Longemer entament l'un de leurs exercices mensuels. Ici, une intervention type sur un accident de randonnée pédestre survenu à proximité d'un sentier balisé, praticable à la belle saison mais qui peut être dangereux en hiver, surtout si on est mal équipé. Là, on a joué une situation d'un randonneur qui était sur ce sentier, qui a glissé en l'occurrence dans une pente de neige et qui a dévalé une 50aine de mètres plus bas. Une manipulation toujours délicate, surtout lorsque le terrain est glissant. Il faut veiller à s'approcher en sécurité et ne pas lui envoyer par exemple de la neige, des pierres, etc. Et puis essayer de prendre en compte l'environnement et le terrain pour vraiment se charger de la victime et essayer qu'elle soit en sécurité tout le long de la manip. Levé. Une intervention emblématique de ce que rencontre le PGHM des Vosges ces dernières années, confronté à de plus en plus d'accidents en moyenne montagne, chutes à VTT ou en randonnée, accidents de parapente, des activités de plein air qui se sont popularisées mais ne sont pas toujours pratiquées dans des conditions optimales. On a effectivement depuis l'après-Covid les gens qui viennent faire des activités de nature avec pas forcément une prise en compte des dangers qui sont quand même présents. On a beau être en moyenne montagne, on a des sentiers qui sont très escarpés et ils prennent pas forcément l'ampleur du dénivelé qui peut créer de la fatigue, de la nuit qui tombe tôt, l'hiver. Le peloton de gendarmerie de haute montagne des Vosges pratique près d'une centaine d'interventions chaque année, prises en charge pour 40% d'entre elles par l'hélicoptère de la gendarmerie ou de la sécurité civile. Ces accidents font tout de même 4 à 5 morts par an dans le massif, d'où l'importance de rappeler les bons gestes, bien se renseigner sur son itinéraire, sur la météo, disposer d'équipements adéquats et d'un téléphone portable chargé. Quel sera le village préféré des Français en 2025 ? Chaque année, ce concours décore un village pour son authenticité et pour son charme. De véritables joyaux sont mis en valeur, comme Grand-Rivière, ce village martiniquais qui doit sa sélection au mélange entre mer et montagne. Et en plus, le calme y règne toute l'année. Regardez ce reportage de notre partenaire Via ATV sur place. Dès l'entrée dans la commune, le visiteur est imprégné d'un sentiment de paysage authentique. Grand-Rivière et son mythique pont de ferraille est la seule commune des Outre-mer à être en lice pour le concours du village préféré des Français. La nouvelle a rapidement fait le tour de ses quelques habitants. Comme beaucoup, Saint-Phar, un centenaire qui y a toujours vécu, c'est avant tout un lieu où il fait bon vivre. Quel que soit l'endroit, par exemple, vous êtes venu chez moi,
Vous avez vu la façon que je vous reçu. Eh bien, vous allez n'importe endroit. On va voir si pareil. C'est reposant, puis il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas beaucoup de voitures qui font le va-et-vient, tu vois, c'est calme. La nature luxuriante de la commune ne manque pas de séduire de nombreux touristes, comme cette famille venue de Nantes. Alors, ce que j'ai trouvé très joli, c'est la côte qui est très sauvage avec la plage, le sable noir. C'était très, très sympa. On sort du restaurant, c'était délicieux. Des gens très aimables. Et donc, nous, oui, je pense qu'il a ses chances. Grand-Rivière s'est fait connaître comme l'un des berceaux de la cuisine authentique, à l'image de l'enseigne Tante Arlette, 70 ans d'existence. Cet établissement familial a traversé le temps, repris par 3 générations. Aujourd'hui, sa gérante, Karine, relève le défi de pérenniser la structure, notamment avec un hôtel. Selon elle, remporter le concours pourrait donner un véritable coup de boost au petit village. Beaucoup de gens nous disaient, enfin surtout les gens du centre, ah oui, mais qu'est-ce que les gens vont faire à Grand-Rivière? Et bon, j'ai tenu bon, j'ai créé mon hôtel, mon petit hôtel de 10 chambres. Et les gens sont très contents de venir passer un moment à Grand-Rivière parce que c'est tellement dépaysant qu'on a l'impression d'avoir quitté la Martinique sans avoir pris l'avion. Les votes sont ouverts en ligne. Grand-Rivière saura-t-elle séduire la majorité des Français ? Tout autre chose maintenant, les zones rurales du pays sont touchées par une importante désertification médicale, vous le savez. Les petites communes ont du mal à attirer des spécialistes de santé. Et c'est pour cette raison que la commune de Bernaville, dans la Somme, a décidé de salarier un médecin, vous allez le voir. Un reportage de notre partenaire WEO TV, Jérôme Houbron. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? Ce rendez-vous, Gilles l'attendait depuis près de 6 mois. Il doit renouveler un traitement contre le cholestérol. Lorsqu'il a appris qu'un médecin venait de s'installer à Bernaville, il n'a pas tergiversé. On ne trouve plus de médecin. Ceux qui ils ont déjà leurs patients, ils n'en reprennent plus. Alors du coup, là, quand j'ai su que le docteur il allait se placer ici, donc on a appelé. Le docteur Arnaran est arrivé en décembre dernier. Des murs au matériel médical, ici tout appartient à la commune dont le docteur est salarié. Présent 3 jours par semaine, ses horaires et son salaire sont fixes, un statut qui lui permet de se décharger de pas mal de contraintes. De ce qui est comptable, de ce qui est gérer les stocks, de ce qui est gérer les problèmes liés au cabinet, à l'infrastructure, c'est des choses qui sont très chronophages et ça prend du temps qui peut être consacré à l'activité médicale en soi, donc c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour un médecin non plus. Depuis fin 2023, cette commune d'un peu plus de 1000 habitants ne comptait plus qu'un médecin généraliste âgé de 70 ans. Impossible pour la municipalité de payer les primes à l'installation demandées par les quelques médecins libéraux rencontrés. Elle opte alors pour l'embauche, un choix qu'il a fallu défendre auprès de l'agence régionale de santé. De première intention, je ne vais pas dire que c'était un refus, mais c'était pas si simple que ça à mettre en place. Il a fallu convaincre que, parce que ça se faisait ailleurs, ça pouvait se faire ici, et que c'était notre seule possibilité, c'était ça ou rien. On n'avait plus le choix. Il nous fallait absolument pouvoir garantir une offre de soins aux habitants. L'installation du nouveau médecin aura coûté 15 000 € à la commune, en plus de son salaire. Le docteur Arnaran est actuellement en CDD de 2 ans renouvelable. Partons à Rennes maintenant, où des couturiers ont décidé de donner une seconde vie aux tenues des agents municipaux. Avec ces uniformes, elles confectionnent des vêtements de pluie pour les enfants. Écoutez l'une d'elles au micro de notre partenaire TVR à Rennes. Nous, on les récupère, on les démonte entièrement. Il y a les manches, le devant, le derrière. On fait des capes, les salopettes, les petits pantalons aussi et des petits gilets qui sont confectionnés toujours avec le manteau pour les sorties des enfants. Tout comme les liquides, la nourriture est interdite en grosse quantité dans les valises cabines pour prendre l'avion, vous le savez. De nombreux produits sont donc confisqués dans les aéroports. Et à Nantes, près de 6 tonnes de nourriture ont été refusées avant l'embarquement. Alors pour éviter le gaspillage, la nourriture est redonnée au Resto du Cœur. Regardez ce reportage de notre partenaire Télé Nantes sur place. Bonjour. Alors monsieur, dites, c'est tout ce que vous avez ? Est-ce que vous avez des petits produits crème, gel, liquide, aérosol, fromage, ça marche. Bon voyage. Des bagages cabines chargés de victuailles. Les agents de sûreté font des déçus chez les voyageurs. En effet, foie gras, pâte à tartiner ou encore fromage à pâte molle sont considérés comme des liquides.
100 grammes maximum autorisé. Tout ce qui est mou, faut pas que ça dépasse les 100 grammes, je suis désolée. Même chose pour ce beurre demi-sel que cet Anglais avait bien envie de rapporter chez lui à Londres. Je suis vraiment contrarié. Je ne suis pas autorisé à emporter mon magnifique beurre français que je voulais faire goûter à ma famille la semaine prochaine en rentrant chez moi. C'est une tragédie car on n'a pas ce beurre à Londres. Chaque année, rien qu'à Nantes, plusieurs tonnes de nourriture sont ainsi saisies. Si les voyageurs ont la possibilité de les passer en soute ou de les mettre en consigne, la plupart choisissent de s'en débarrasser. Depuis cette année, fini le gaspillage. Les Restos du Cœur viennent récupérer les denrées. L'objectif de ce partenariat, c'était bien évidemment en premier éviter le gaspillage. On s'est dit pourquoi pas redonner. Alors les Restos du Cœur viennent une fois par semaine pour récupérer tous les produits et ensuite ils les emmènent dans leur entrepôt pour faire un premier tri et ensuite de les redistribuer aux personnes. L'an passé, plus de 5 tonnes de nourriture ont ainsi été sauvées de la poubelle. Sécurité routière maintenant. En France, près de 35 000 ponts sont en mauvais état et posent des problèmes de sécurité très graves. Des travaux sont effectués pour entretenir ces édifices et une politique de rénovation globale s'opère un peu partout dans le pays. Écoutez cet élu du département de la Meuse au micro de notre partenaire Puissance Télévision. Je pense que le problème, il est national. On en entend parler régulièrement. L'entretien des ponts, c'est très important parce que 1 euro qui n'est pas dépensé aujourd'hui, c'est 6 euros, 5 ou 6 euros dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc il est très important d'entretenir nos ouvrages pour effectivement éviter leur remplacement plus tard. Cette semaine, c'était Philippe Tabarot qui était l'invité de Face au territoire sur TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale. Le ministre des Transports a pris position à propos de la polémique née de la volonté de la maire de Paris, Anne Hidalgo, d'instaurer une voie de covoiturage sur le périphérique parisien. Écoutons le ministre des Transports. Sujet très chaud. Ah, je sais que ça vous intéresse. Ah, beaucoup. Est-ce que vous avez pris le périphérique ce matin? Non, pas ce matin. Est-ce que vous n'avez pas pu constater s'il y avait des embouteillages à cause ou en raison du nombre de voitures, mais aussi de cette nouvelle voie de covoiturage Non, j'ai les chiffres quotidiens. Ah, alors ça nous intéresse beaucoup. Donc je rappelle que c'est une voie réservée sur le périphérique à Paris. Ça concerne aussi beaucoup les gens qui sont dans les territoires, qui viennent à Paris, et qui est pour l'instant une expérimentation, mais qui fait parler. Je veux pouvoir juger sur pièce et je vais juger sur pièce. Elle souhaitait le faire sur 5 années. Je souhaite que très rapidement on puisse évaluer le positif de la mesure et le négatif. Et le négatif, on le voit déjà. Je l'entends et je le vois à travers un certain nombre de chiffres. Pourtant, je vous rappelle bien que sur le périphérique, c'est la mairie qui est totalement compétente. Ce qui peut se discuter aussi et où le législateur peut-être a quelque chose à faire à terme. Est-ce que c'est facile de parler avec Anne Hidalgo? Je lui ai fait part de mes réserves, notamment sur la réversibilité. Elle nous parle tout de suite de questions de santé publique, de nombre de personnes, des 500 000 personnes qui habitent autour de ce périphérique, de leur taux de mortalité qui est en hausse. Rendons-nous maintenant en Savoie, où une agricultrice a fait le choix de nourrir ses animaux avec une alimentation écologique. Pour cette initiative, elle a reçu le prix de l'innovation au concours de l'agroécologie. Un reportage de notre partenaire 8 Mont-Blanc, Kezia Poudou. Aujourd'hui, 400 kg de drèche sont au menu pour ces porcs noirs. C'est du résidu de brassin de bière. Donc c'est vraiment la céréale qu'ils ont fait bouillir pour extraire les sucres. Et donc du coup, il reste cette céréale qui est un déchet pour eux, mais qui est très bonne pour les cochons, ça se voit. Et donc du coup, c'est très humide, donc ils boivent en même temps qu'ils mangent. Donc l'été, c'est formidable pour nous. Crudité ou encore céréales, leur alimentation varie, mais elle se compose essentiellement de déchets provenant de circuits courts. Le pain est récupéré dans une boulangerie et les légumes dans un magasin bio alentour. Un gain économique qui s'inscrit également dans une démarche environnementale. L'idée, c'est de ne pas prendre d'alimentation humaine qui pourrait servir à l'alimentation humaine pour les animaux. Donc on reste dans un cercle vertueux.
On essaye de limiter l'impact des animaux. Dans la ferme agroécologique du Marais, située à La Biole, 35 bêtes sont élevées en plein air, été comme hiver, sur 3,5 hectares de terrain. Développement de l'économie circulaire, lien avec les acteurs locaux ou encore performance économique et environnementale, tout un tas d'initiatives récompensées dans le cadre du concours national des trophées de l'agroécologie par le prix de l'innovation. Ils nous jugent sur 3 critères, sur les 3 critères de l'agroécologie, donc un volet environnemental bien sûr, économique et social. Donc sur le volet environnemental, nos pratiques de non-travail de sol, donc on utilise très peu d'énergie fossile. On nourrit beaucoup le sol avec les matières organiques, donc en fait on stocke du carbone dans les sols. Si la très grande majorité de leurs légumes est revendue dans le Biocoop de Grésy-sur-Aix, la viande est quant à elle commercialisée en vente directe dans leurs fermes. C'est un lieu incontournable à Bordeaux. Le bassin des Lumières mêle le sublime et la grandeur pour raconter une bien belle histoire. Chaque année, l'établissement propose des spectacles hauts en couleur. Notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, a pu assister au tout nouveau spectacle sur le thème de l'Égypte et les pharaons. De magnifiques images, Juliette Huard. L'aventure débute au milieu d'une tempête de sable. Peu à peu, les grains sont balayés par le vent, laissant place aux vestiges de l'Égypte antique. Les bassins des Lumières mettent cette année en avant l'histoire de la civilisation égyptienne de Khéops à Ramsès II. On remonte ici jusqu'au premier souverain pharaonique qui serait Narmer, le roi poisson-chat, qui aurait créé, alors c'est pas vraiment lui, mais il fait partie des premiers rois qui ont créé les dynasties pharaoniques aux alentours de 3100-3200 avant Jésus-Christ. Et ça se termine avec le règne de la plus célèbre des reines égyptiennes, qui est Cléopâtre VII, 7e du nom. Basée sur des œuvres et des photos originales, l'exposition plonge le visiteur dans un voyage historique fidèle à la réalité. Moi j'ai été conseillé donc, sur l'exposition au bassin des Lumières pour corriger notamment certaines erreurs qu'il y avait eu, des petites choses qui étaient un peu faussées. J'ai dû donner aussi quelques images notamment de divinités qui n'étaient pas les bonnes, qui avaient été choisies mais ce n'étaient pas les bonnes, et aussi des photos de reliefs égyptiens que je possède dans mes propres bases de données ou qui viennent de mon site archéologique. Certaines images sont même issues d'un jeu vidéo très connu. On a des images, des simulations 3D qui viennent du jeu Assassin's Creed d'Ubisoft, c'est une version pédagogique. Cette exposition s'adresse à tout le monde. C'est évidemment l'idée de rendre l'art accessible à des gens qui ont envie de découvrir un peu plus sur l'art égyptien. Et l'accent est vraiment mis sur l'esthétique égyptienne, sur les objets d'art de ces artisans incroyables. Un voyage le long du Nil d'une 40aine de minutes à découvrir jusqu'à la fin de l'année. Comptez entre 7 et 16 € l'entrée. Et puis aussi ces Jeux de lumière de l'église de Montigny-les-Metz qui accueillent en ce moment même un spectacle retraçant l'histoire de la Moselle. Une représentation vivante et de grande envergure puisqu'elle mobilise près de 300 bénévoles. Des images de notre partenaire Moselle TV, Colline l'expert. Mon Dieu, ça vient de la mine! On veut que ça ne soit pas ce satané grisou! Ce jour-là, 22 mineurs ont trouvé la mort et 17 ont été portés disparus. Tantôt tragique, tantôt festive, 28 scènes retracent l'histoire de la Moselle entre 1870 et 1950. Le tout grâce aux récits écrits et mis en scène par Damien Fontaine. Il y a avant tout plusieurs histoires imbriquées les unes dans les autres, des sagas familiales, des enjeux passionnels, on le voit, des histoires d'amour, parfois de trahison, mais c'est finalement l'histoire du peuple mosellan, de manière générale, incarnée par quelques personnages singuliers, fictifs, mais qui pourraient très bien être le frère, le cousin, l'arrière-grand-père dont on nous a parlé. À chaque instant, les murs de l'église Saint-Joseph se tapissent de lumière, accompagnés de musique, pour rendre l'histoire encore plus immersive. Une prouesse technique réalisée grâce à quelques-uns des 100 professionnels engagés sur le spectacle.
C'est le travail de plusieurs équipes en fait qui en amont viennent faire des études, des repérages, qui scannent toute l'église en 3 dimensions. Et à partir de là, il y a une équipe de graphistes qui prend le relais et qui crée des images qui sont adaptées aux façades de l'église. Terra Mosella, c'est aussi l'œuvre de 300 bénévoles en coulisses et sur scène qui s'activent pour faire de cette parenthèse d'1h15 un moment hors du temps. C'est beaucoup d'excitation. Ça fait 2 mois qu'on répète tous les week-ends, toutes les semaines, qu'on travaille à côté sur toute l'élaboration de ça. Et ça fait vraiment du bien de pouvoir enfin présenter le spectacle et maintenant pouvoir prendre plein de plaisir à jouer sur scène. Je pensais pas que ça allait être aussi bien. La musique était sympa, l'histoire était super bien racontée et surtout illuminée comme ça. On redécouvre vraiment différemment, c'est vraiment génial. On a fait des kilomètres pour venir ici. C'est beau de voir une église, une basilique remplie. Jusqu'au 23 mars, 2 représentations auront lieu chaque soir à Montigny-lès-Metz. Voilà, au revoir, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.